Demain, 4 mai, s'ouvre la 15e session de la conférence islamique au sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Le thème de la rencontre est « Renforcer l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable ». 15 chefs d'État sont annoncés. Le ministre Abdoulaye Diop est présent pour le Mali. Une presse indépendante et sécurisée, c'est cet espoir affiché ce 3 mai par la Corporation. La Journée mondiale de la liberté de la presse, 31e édition, est placée cette année sous le signe de la concorde nationale au Mali. Plus de précisions dans cette édition avec Aridjou Martina. Synergie d'action des femmes du Mali pour la réussite du dialogue intermalien. Elles sont réunies en atelier de concertation. De la rencontre sortiront des stratégies contribuant à la construction du pays. Les recommandations seront soumises à la phase nationale du dialogue intermalien qui commence ce 6 mai. 356, c'est le nombre de mariages célébrés cette année à Banamba. La localité organise tous les ans un mariage collectif. C'était ce 1er mai, une tradition bien ancrée. Le mariage collectif de Banamba renforce les liens familiaux, la cohésion sociale et la lutte contre la dépravation des mœurs. Le film de ce mariage de masse avec Djemba Moussa Konaté. Heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir. Pour commencer, rendons-nous en Gambie. S'ouvre à Banjul demain 4 mai la 15e session de la conférence islamique au sommet de l'Organisation islamique de la coopération islamique OCI. Le Mali est représenté par son ministre en charge des affaires étrangères qui a préparé aujourd'hui à une session avec ses homologues. La rencontre a examiné le rapport des hauts fonctionnaires sur le contenu du rendez-vous de la Oumma islamique. Le récit de nos envoyés spéciaux à Banjul, Tamsir Diabaté, Dilimakan Diabaté. 15e session de la conférence islamique au sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI. La délégation malienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop. À son arrivée à Banjul en Gambie, la délégation est accueillie par son homologue. Ce rendez-vous du monde islamique est placé sous le signe de renforcer l'unité de la solidarité par le dialogue pour le développement durable. C'est pourquoi le sommet de l'OCI à Banjul est un cadre de renforcement de la coopération et de la solidarité musulmane. Cela en vue d'assurer plus de protection des droits et intérêts des États membres, ainsi que le soutien au peuple palestinien. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a eu un tête-à-tête avec son homologue du Maroc. Le Maroc salue et soutient l'approche du Mali pour la paix et la stabilité sur son territoire. Le Maroc fait confiance au génie des Maliens, fait confiance à la sagesse des Maliens pour que une sortie par le haut soit trouvée. Le Mali n'a plus besoin de tuteurs. Le Mali a besoin juste de faire confiance à ses fils et à ses filles pour se projeter vers l'avenir. Je sors naturellement de cet entretien très réconforté de noter l'engagement de Sa Majesté le roi Mohamed VI, du ministre Nasser Bourita, de l'ensemble du gouvernement marocain pour une relation politique et économique très renforcée avec le Mali, mais surtout pour l'approche du Maroc, qui est aussi une approche empreinte de respect du Malien, de la dignité du Malien, de l'écoute du Malien, mais aussi la confiance en la capacité des Maliens à apporter des réponses aux défis auxquels nous sommes confrontés, et une très bonne compréhension que le rôle du Maroc et des autres partenaires ne peut être que celui d'écouter et d'accompagner. La participation du Mali à ce 15e sommet islamique sera une opportunité pour faire le point des avancées réalisées dans le cadre du processus de la transition. À cette occasion, le patron de la diplomatie malienne fera un discours à la tribune de la conférence islamique au sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Toujours en Gambie, 15 chefs d'État sont annoncés pour le sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI qui s'ouvre demain. Le thème de la 15e session de la conférence islamique de l'OCI est « Renforcer l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable ». Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Tamsir Diabaté, Djelimakan Diabaté.
L'Organisation de la coopération islamique OCI est l'une des grandes organisations au monde qui compte 57 membres dont le Mali. Le rendez-vous de Banjul pour la 15e session de la conférence islamique sont annoncés 15 chefs d'État membres avec plus de 500 participants attendus. Et le chef de l'État, colonel Assimi Goïta, sera représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L'un des enjeux majeurs de ce sommet est la paix, la stabilité et du développement durable face à la propagation du terrorisme, de l'extrémisme violent et de l'islamophobie dans la Oumma islamique. Et les regards sont tournés vers le Mali, l'un des États membres de la Oumma islamique qui mène une lutte implacable contre le terrorisme dans le Sahel et opte en même temps pour la paix et la réconciliation avec le dialogue intermalien qui a pris son envol le 13 avril dernier. Et cette approche du Mali rime bel et bien avec le thème de la 15e session de la conférence au sommet de l'OCI. Renforcer l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable. Toutes choses qui prouvent à suffisance que les États membres de l'OCI doivent être unis, solidaires et regarder dans la même direction pour faire face aux multiples défis qui assaillent la Oumma islamique. L'autre enjeu non moins important à cette session de la conférence islamique au sommet de l'Organisation de la coopération islamique est prévue une déclaration conjointe de ces États membres pour manifester leur soutien indéfectible au peuple palestinien. Toujours hors du Mali, au Brésil, 4 structures évoluant dans l'agroalimentaire, la technologie agricole, l'éducation et le commerce décident d'accompagner le Mali dans un partenariat gagnant-gagnant. Ces structures ont reçu la visite du ministre de l'Élevage et de la Pêche en compagnie de l'ambassadeur du Mali au Brésil. C'est à l'occasion du salon de l'agriculture AgriShow. Mohamed Kentao et Mbarakou Maïga sont nos envoyés spéciaux à Uberlandia au Brésil. Le séjour brésilien du ministre de l'Élevage et de la Pêche n'a pas du tout été reposant. Quelques heures après la rencontre avec les partenaires de l'Agence brésilienne de coopération, Yubaba et sa délégation se sont rendus dans l'état de Uberlandia, précisément à Menangeral, où ils se sont entretenus successivement avec 4 structures évoluant dans la technologie agricole, l'agrobusiness, l'élevage et le commerce. La première étape a concerné l'entreprise de production d'œufs. Ici, elle possède 480 000 poulets pour une production mensuelle d'environ 6 millions d'œufs et sa capacité de production d'aliments volailles est de 17 tonnes par mois. À moins de 10 km de là se dresse la Chambre de commerce et d'industrie de Uberlandia. La délégation malienne s'est entretenue avec les responsables de la structure sur les potentialités de Uberlandia en matière d'agriculture et de commerce. Les échanges ont également porté sur la visite des dirigeants de la structure au Mali, une occasion saisie par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Mandjou Sempara, d'inviter son homologue à la prochaine FEBAC au Mali. Toujours en vue de nouer un partenariat fructueux avec les responsables sociopolitiques de Uberlandia, les émissaires du Mali ont rencontré le président de l'université Antonio Carlos, qui s'est dit prêt à recevoir des étudiants maliens. Dans cette université privée, l'agronomie, la médecine, la pharmacie, la nutrition et la psychologie sont enseignés. Et là, nous avons rencontré des experts qui sont spécialisés dans la conservation du sol, et la fertilisation et la conservation du sol. Et nous avons ces problèmes au Mali, nous avons effectivement échangé avec eux, ils nous ont fait savoir qu'ils ont une large expérience en termes de fertilisation et de conservation du sol qui peut intéresser le Mali. Et ils nous ont dit effectivement qu'il peut aider le Mali dans le cadre de la cartographie des sols. Et nous avons été aussi très impressionnés par la façon dont les sélectionnaires de cette université ont pu mettre en œuvre des semences très performantes en termes de maïs, en termes de soja, en termes de blé et en termes de canne à sucre. Le périple journalier de la délégation du ministre Ba a pris fin par la rencontre avec le préfet de Uberlandia. Les entretiens ont porté sur les conditions géographiques du Mali en vue d'y explorer la culture de certaines variétés de semences. Nous avons posé le problème des aménagements pastoraux et ne tarderons pas à nous livrer
leur expérience, parce que le Brésil vraiment était un pays où il y avait la transhumance vers l'Argentine et vers d'autres pays, mais aujourd'hui ils ont pu, avec leur savoir-faire et leur savoir-être, vraiment avoir un élevage sédentaire dans leur pays. Ce qui permet à nous de nous enquérir de leur expérience et de voir quelles sont les leçons que nous pouvons tirer et que nous pouvons amener dans notre cher pays. Les 4 entretiens de la journée accordés à la délégation malienne ont été rendus possibles grâce à l'accompagnement constant de l'ambassadeur Diallo et la diaspora malienne du Brésil. Tenue d'un panel à New York sur la promesse d'un dividende démographique en marge de la réunion de la Commission pour la population et le développement. Le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont partagé leurs acquis en matière d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques. Aïssata Ibrahim Maïga. Le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, 4 pays du Sahel qui se partagent des réalités et des défis. Les 4, tous membres du Suède, ont échangé sur leur expérience respective dans le domaine de l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Ce panel de haut niveau à New York fut l'occasion pour le Mali, un mois après la tenue des journées Suède à Bamako, de faire la lumière sur les actes posés. Cela au moment où le projet boucle ses 2 premières phases au Mali 2015-2020, 2021-2023 sur une note positive. Concernant ces aspects, l'autonomisation des femmes et l'atteinte du bilan démographique avec l'appui bien sûr de nos partenaires, notamment la Banque mondiale et le FINEAP. Donc il était important que nous venions ici dire ce qu'on a pu faire durant ces 30 dernières années et partager nos expériences avec les autres pays du monde et aussi s'enquérir de ce que les autres ont pu faire vraiment en la matière et pouvoir aussi leur exemple et améliorer ce qu'on a déjà fait. Au-delà des acquis dans le cadre du projet Suède, nous avons aussi eu à parler des perspectives. Et il faut dire qu'à ce niveau, les perspectives sont assez nombreuses pour un engagement accru dans le domaine de l'autonomisation des femmes et des filles. Et il s'agit aussi de voir comment mobiliser les ressources en contexte de crise. Il s'agissait de voir comment mobiliser les fonds pour pérenniser le projet Suède. Donc, nous avons dégagé aussi quelques points à ce niveau. Et certains de ces points, ça concernait vraiment de s'attaquer aux pratiques sociaux qui sont néfastes aujourd'hui et qui n'aident pas du tout à faire la promotion des droits de la femme. Si chacun des 4 pays a pu démontrer les progrès accomplis, l'expérience malienne aura été très séduisante. On notera la couverture de 15 régions du pays, 210 communes touchées, 2000 villages concernés pour plus d'1 million de personnes directement bénéficiaires, et cela dans plusieurs domaines. Un long chapelet de bienfaits qui auront séduit les autres pays, mais également les partenaires FUNIAP, Union africaine, Banque mondiale, tous auteurs de l'initiative conjointe qui a créé le Suède. Ici, au Mali, le ministre de l'Agriculture, Lassine Dembélé, était face à la presse ce vendredi matin pour parler des principales décisions issues de la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Pour inciter les cotonculteurs à produire plus, le prix d'achat du coton a été fixé à 300 francs CFA le kilo. Des dispositions sont en cours pour fournir les engrais à temps aux producteurs. Siaka Konate a suivi la conférence de presse pour ORTM1. Le Mali s'est fixé des objectifs de production de 11 millions de tonnes de céréales et 765 000 tonnes de coton pour la campagne 2024. Pour atteindre ces objectifs, il faut 522 300 tonnes d'engrais pour les céréales et 377 000 tonnes d'engrais pour le coton. Une partie des engrais est déjà disponible. Elle a été fournie par la Russie et la Banque mondiale. Les mesures en cours aussi pour assurer la disponibilité de l'engrais à temps pour les producteurs à travers l'engrais du PRSA qui est de 15 000 tonnes. Et vous avez également l'engrais russe, 22 179,5 tonnes. Vous avez également les requêtes d'acquisition d'engrais aussi sur le budget du PEDASA qui est en cours. Avec la Banque mondiale, nous avons reçu aussi 15 000 tonnes d'engrais à distribuer au niveau de 75
communes, sur les 109 communes. Le ministre de l'Agriculture est revenu sur la mise en garde faite par le président de la transition contre la guerre économique que certains pays côtiers veulent déclarer aux pays du Sahel. Il passe par des ONG pour attirer les éleveurs en leur proposant des facilités. Ce sont ces gens-là qui sont en train de chercher à mettre un projet au niveau des différents pays afin que le cheptel qui sort du Mali puisse avoir un bon accueil au niveau des pays côtiers, notamment en leur donnant des espaces pastoraux, en leur donnant des points d'eau, en leur donnant aussi des infrastructures sanitaires et en les accompagnant en termes d'aliments, bétail. L'objectif, c'est de déstabiliser notre système d'élevage. Pour ce qui concerne l'institutionnalisation de l'achat de 50% des produits agricoles locaux par l'État, le ministre Dambélé estime que le commissariat à la sécurité alimentaire pourra acheter des céréales avec les producteurs pour reconstituer les stocks de sécurité alimentaire et d'intervention rapide de l'État, mais à condition qu'il ait les ressources financières à temps, ce qui devra améliorer les revenus des producteurs. Enfin, le ministre a remercié le président de la transition pour son soutien au monde agricole, notamment l'annulation de 9 milliards de dettes des paysans affectés par l'attaque des Jassides en 2022 et la fixation du prix d'achat du coton à 295 francs CFA pour la campagne 2023, des initiatives qui ont relancé la production cotonnière et permis au Mali de redevenir les premiers producteurs de coton en Afrique. Je l'annonçais dans le sommaire, nous sommes le 3 mai et c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette 31e édition est placée sous le signe de la concorde nationale au Mali. La journée a été célébrée avec optimisme et espoir pour une presse indépendante et sécurisée. La célébration de cette journée est une occasion de mettre en lumière le rôle significatif que joue la presse, l'accès et la diffusion de l'information, et puis les défis comme le professionnalisme ou encore la concurrence déloyale. Aridou Matina. Le monde de la presse malienne s'est retrouvé dans son QG pour magnifier le 3 mai, la journée internationale de la liberté de la presse. Depuis quelques décennies est célébrée à travers le monde, cette journée proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la conférence générale de l'UNESCO en 1991. Ce fut également une réponse à l'appel des journalistes africains qui, en 1991, ont proclamé la déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l'indépendance des médias. Pour cette 31e édition, l'accent est mis sur le défi climatique auquel fait face l'humanité. La planète est au bord du précipice climatique. 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, alors que l'humanité fait face à ces périls existentiels. Il faut rappeler en cette journée mondiale que le défi climatique est aussi un défi journalistique et informationnel. Consciente de ces faits, l'UNESCO au Mali appuie depuis au moins 2 ans le renforcement des capacités des journalistes sur la thématique des changements climatiques. La célébration du 3 mai est ainsi une occasion pour les hommes des médias de mener des réflexions sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. L'année qui s'est écoulée a été une année particulièrement difficile pour la presse malienne. Un autre plan sur lequel les autorités nationales sont fortement interpellé est celui de l'environnement des médias. Il s'agit d'un nombre indéterminé de médias sur les réseaux sociaux dont certains acteurs se font appeler journalistes qui touchent à tout en violation des règles d'éthique et de déontologie. Que dit cette déclaration de Windhoek? Il est important d'en rappeler certains passages. Cette déclaration souligne que la création, le maintien et le renforcement d'une presse indépendante, pluraliste et libre sont indispensables au progrès et à la préservation de la démocratie dans un pays. Elle explique que par presse indépendante, il faut entendre une presse sur laquelle le pouvoir public n'exerce ni emprise politique ou économique. Le paysage médiatique malien a évolué dans le temps et dans l'espace et n'est pas resté en marge des différents combats pour le développement d'une presse indépendante. Maintenant, plus que jamais, notre presse est appelée à jouer tout son rôle de rassembleur des communautés afin de promouvoir un dialogue constructif en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité du pays.
Des attestations et des trophées ont été décernés lors de la cérémonie à certains hommes des médias, entre autres Amadou Koudjo, Sidi Elmedi Albaka, Féou Moudjaradit Diamant, Oumar Mariko et Martin Faya, en guise de reconnaissance pour leur engagement et contribution au rayonnement de la presse malienne. Félicitations aux récipiendaires. Le dialogue national inter- et intra-religieux pour la paix et la cohésion sociale se poursuit. L'étape de Koulikoro s'inscrit dans la même dynamique que les étapes précédentes. Il s'agit pour les initiateurs de cultiver les grains du vivre ensemble, quelles que soient les croyances et les religions. On fait le point avec Adama Traoré. Après les étapes de Ségou, Sikasso et Kaï, le dialogue national inter- et intra-religieux pour la paix et la cohésion sociale s'installe à Koulikoro et c'est durant des jours. Dans une communauté de vie, nous pouvons avoir des différences, de plusieurs ordres d'ailleurs, y compris sur le plan religieux. Mais nous devons surmonter, accepter ces dernières et agir sur notre intérêt commun qui est le vivre ensemble. Ainsi, dans la paix et la parfaite cohésion, nous pourrons transformer nos différences en opportunités. Cette initiative du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, en collaboration avec l'ONG Chief of Common Ground, a pour but de renforcer les capacités des acteurs religieux afin de lutter contre l'extrémisme violent, le terrorisme et la mauvaise compréhension. Il faut des initiatives de leadership intentionnelles et l'adoption des programmes visant à promouvoir l'unité nationale et la cohésion sociale dans un pays. Ce cadre d'échange, de partage et de réflexion devrait permettre de mieux outiller les participants pour faire face aux fléaux actuels. Il s'agit de l'extrémisme violent et du terrorisme. Nous sommes là pas pour vous enseigner, mais pour échanger entre nous, voir les tenants et les aboutissants par rapport à comment on doit encore davantage faire pour que cette cohésion soit maintenue et pour que la quiétude de notre pays soit une réalité du jour au jour. À l'issue des 2 jours de travaux, les recommandations qui seront formulées permettront de garantir la paix sociale dans la 2e région. Nous allons encore parler de la journée de la liberté de la presse. Au Mali, toute une semaine est dédiée à la liberté de la presse. Dans la mouvance de cette célébration, la Maison de la Presse a organisé un panel sur l'impact des fausses informations sur la réussite de la concorde nationale. Il s'agit d'attirer l'attention des journalistes sur la vérification de l'information avant toute diffusion. Reportage Youssou Diakité et Aruna Diarra. Donner la bonne information est synonyme de lutte contre l'insécurité et de la lutte pour la stabilité du pays. C'est fort de cette conviction que les responsables de la Maison de la Presse ont initié ce panel sur la désinformation et de la lutte contre les fake news, fausses informations. La presse est un élément incontournable dans la construction de la paix, de la concorde et du vivre ensemble. Dans tous les pays après la crise, la presse joue un rôle important pour non seulement sensibiliser, mais également apaiser les tensions et apaiser également les climats de tension. Le cas du Mali, déjà, la presse est en train de jouer son rôle et la presse va continuer également à jouer son rôle. Surtout ceux qui sont en ligne, avec l'arrivée de l'Internet, avec la vague des réseaux sociaux, nous nous sommes rendus compte qu'un désordre informationnel se sont imposés dans les cyberespaces du Mali. Seuls les journalistes qui sont en mesure, les journalistes professionnels, qui sont en mesure de lutter contre ces désordres informationnels dans les cyberespaces. Aujourd'hui, il faut beaucoup plus développer des stratégies et des formes de lutte contre ces fake news, contre ces fausses nouvelles, pour endiguer le triptyque des informations, mésinformation et malinformation. Faire en sorte que, aujourd'hui, de plus en plus, on ait des instruments qui puissent faire en sorte qu'on déconstruise les fake news, qu'on les punisse et qu'on les sanctionne le maximum possible. Donc qu'il y ait une législation qui puisse sanctionner les fake news, mais qu'il y ait aussi des techniques de déconstruction des fausses nouvelles,
des rumeurs, de la manipulation pour faire en sorte que notre cohésion sociale, notre vivre ensemble soit une réalité à partir des médias. La liberté de la presse est une occasion pour les hommes de médias de dénoncer les tares du métier de journaliste et les obstacles à l'exercice libre du journalisme. Bonne nouvelle pour les propriétaires de véhicules et autres engins de déplacement. Le supercarburant connaîtra une baisse de 16 francs CFA sur le litre à partir de ce vendredi 3 mai à minuit. C'est l'information principale qu'on retient à l'issue de la réunion mensuelle de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers. Pour plus de précisions, nous écoutons Modibo Gouroudial, qui est le président directeur général de l'OMA par l'Office malien des produits pétroliers. Il est au micro de Batraori. C'est une réunion qu'on tient tous les mois. Donc c'est la réunion de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers, donc qui analyse les paramètres du secteur pétrolier. Donc c'est ainsi que, à la faveur de la baisse des prix fournisseurs qu'on a enregistré pour le supercarburant, donc les autorités ont décidé de faire refléter cette baisse sur le prix à la pompe du supercarburant. Ainsi, pour compter de ce vendredi à minuit, vendredi 3 mai à minuit, le prix du litre du supercarburant va baisser de 16 francs. Donc le prix va passer de 866 à 850 francs. Plus de 5 milliards de francs CFA, c'est le coût de 2 projets de fourniture d'eau potable et d'aménagement de systèmes d'assainissement qui viennent d'être lancés ici à Bamako. C'est avec l'appui de la Banque africaine de développement. Les 10 programmes couvrent la région de Kaï et le cercle de Kati et certaines zones de des communes 6 et 5 de Bamako. Durée de mise en œuvre 3 ans. Le compte rendu avec Batraouri. Malgré les efforts du gouvernement, près de 7 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et plus de 10 millions de personnes sont dépourvues de services décents d'assainissement au Mali, selon les données du ministère en charge de l'eau. Pour renforcer les dispositifs existants en la matière, 2 projets majeurs viennent d'être lancés. Il s'agit du projet d'appui à l'approvisionnement en eau potable et assainissement résilient au changement climatique et à la COVID-19 dans la région des Kaï et le cercle de Kati, et celui d'appui à la résilience au changement climatique et à la COVID-19 à Bamako à partir de l'adduction d'eau potable de Kabbalah. La Banque africaine de développement est le partenaire financier des 2 programmes dont le coût global dépasse les 5 milliards de francs CFA. Compte tenu de l'impact attendu de la réalisation de ces projets, nous restons persuadés qu'avec l'engagement des hautes autorités et la contribution des acteurs du secteur de l'eau et assainissement, ces projets pourront atteindre ces objectifs pour le mieux-être des populations bénéficiaires. La réalisation des forages, la construction des systèmes d'adduction d'eau potable et des latrines au bénéfice des populations seront les principales activités des 2 projets. La présente cérémonie témoigne des efforts que le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, et son gouvernement ne cessent de déployer avec l'appui des partenaires techniques et financiers pour que, partout au Mali, les populations puissent disposer de services d'eau de qualité et d'assainissement adéquats. Les 2 projets seront exécutés pendant 3 ans sous la supervision respective d'un responsable de la Direction nationale de l'hydraulique et d'un autre de la Société malienne du patrimoine de l'eau potable SOMAPEP. Visite à Sadiola du directeur général de l'Agence pour l'emploi des jeunes à Pej. Le but était d'échanger avec les cadres de CIMOS et s'assurer l'accompagnement et l'insertion des jeunes dans les mines à Sadiola. Kabadjara. Après les activités menées dans la Cité des Rails par le directeur général de l'APEJ, à savoir la conférence sur l'entrepreneuriat, l'atelier du nouveau schéma directeur régional de l'emploi, de la formation professionnelle et technique, entre autres, M. Mamadou Ba, en compagnie de sa délégation, s'est rendu à Sadiola sur place. Il eut une séance de travail avec la société minière CIMOS SA, une séance de travail au cours de laquelle les échanges ont porté sur plusieurs points. La région de Kaï regorge d'énormes opportunités, parmi lesquelles il y a l'existence de sociétés minières. Et dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises,
les sociétés minières interviennent en tout cas en faveur du développement de l'emploi au niveau local et également du développement des communautés et du développement des collectivités. On est sorti très ravis de cette rencontre. Il y a eu débauche des plans, des voies par lesquelles nous pouvons dans le futur poser des actes salutaires en termes d'emploi dans l'intérêt des jeunes et de la communauté. Engagée en faveur de l'emploi des jeunes et du développement des communautés de la région des Cayes, la CEMOS SA souhaite le plus tôt possible la signature d'une convention pour financer, insérer maximum de jeunes. La CEMOS SA a salué cette démarche de l'APEJ. Du Mali sont réunis à Bamako pour dégager des stratégies de contribution à la construction de la nation. C'est à la faveur d'un atelier de concertation initié pour l'occasion. Il s'inscrit dans le cadre du dialogue intermalien pour la paix et la cohésion nationale. Des recommandations qui en seront issues seront soumises à la phase nationale. Compte rendu Barakissa Ouattara. Les organisations féminines de la société civile fédèrent leurs voix en vue d'apporter leur contribution au dialogue intermalien. Il s'agit de regrouper l'ensemble des organisations de femmes pour que tout le monde s'y retrouve, tout le monde puisse parler d'une même voix, pour que les préoccupations des femmes au niveau national puissent être prises en compte. Nous avons donc jugé nécessaire de fédérer nos voix malgré qu'il y a plusieurs organisations féminines. Nous avons dit qu'il est grand temps qu'on se mette ensemble et que nos voix soient vraiment reconnues à ce niveau du dialogue. Il s'agira pour elle de discuter des 5 thématiques retenues et de formuler des recommandations devant être contenues dans un document appelé Cahier de recommandations des femmes du Mali dans le cadre du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Notre conviction, le comité de dialogue, est que quand les femmes se mettent debout, le pays se redressera. Et nous sommes convaincus qu'avec vous, le pays va se redresser. Et il n'y a pas de sincérité, de loyauté plus que la femme. Nous avons estimé que ce dialogue intermalien qui est en train de se dérouler, dont la phase nationale même commence ce lundi, il faudrait que toutes les fêtières du Mali fassent ensemble leur contribution. Il est attendu des femmes du Mali, à l'issue de ces 2 jours d'exercice, des questionnements profonds sur les grands maux et défis qui assaillent la nation. Cet atelier est également l'occasion pour les femmes du Mali de traiter sans tabou les questions spécifiques portant sur leur rôle et responsabilités dans la gestion des conflits et dans le développement du pays. La presse, on en parle encore. Elle constitue une catégorie à part entière et un maillon essentiel de la presse. Il s'agit bien de la presse écrite qui emploie un nombre important de professionnels grâce au nombre très élevé des organes. Les parutions sont quotidiennes, hebdomadaires ou bimensuelles. Pour ce qui concerne le traitement de l'information, il reste plus ou moins en deçà des attentes. C'est du moins ce que pensent certains citoyens qui souhaitent une amélioration substantielle. Des réactions à découvrir dans ce reportage signé Timouro Konaté. Liberté de la presse au Mali, responsabilité et professionnalisme. La liberté de la presse n'est pas un choix, c'est une nécessité selon l'ONU. Dossier d'atteinte au bien public à EDMSA, ce sont là, entre autres titres, faisant respectivement la une du quotidien national L'Essor, Le Républicain et L'Indépendant. Des échantillons assez représentatifs d'une multitude de journaux de la presse écrite dans un contexte de liberté de la presse. C'est l'Indépendant que je lis chaque matin. J'ai vu qu'on a arrêté des gens de l'énergie. Les conclusions des exercices, c'est du 6 sur 10. Cependant, cet interlocuteur, comme bien d'autres, s'est dit peu satisfait pour ce qui concerne le traitement de l'information. Actuellement, peut-être qu'il faut savoir faire sujet, verbe, complément pour être journaliste. Ce n'est pas comme ça. Un journaliste doit faire des analyses, il doit dire la vérité, faire des enquêtes pour que demain ou après-demain, si on l'interpelle, qu'il montre ses preuves. Mais ici, non. Les journalistes sont en réalité au crochet de d'autres personnes qui les payent, qui leur donnent de l'argent. Ça, ce n'est pas du journalisme. Il y a un changement aussi bien sur le plan génération de revenus que sur le plan financier. Un journaliste devrait en principe débourser de l'argent pour avoir de l'information, mais c'est plutôt le contraire.
ce qui rend difficile l'accès à la vraie information. Vendeurs et lecteurs, du moins les quelques-uns que nous avons approchés au niveau des différents points de vente, s'expriment sur la situation actuelle de la presse au Mali, des avis relativement partagés par Lamfia Sinaba, patron de presse, qui évoque d'autres défaillances caractérisant le paysage médiatique au Mali, notamment celui de la catégorie presse écrite. C'est des difficultés qui ont toujours existé, mais malheureusement, on sent une certaine, on va dire, augmentation, pour ne pas dire une certaine exacerbation de la situation, compte tenu même du contexte aussi du pays, la situation financière. Mais la situation sous d'autres angles, sous l'angle du professionnalisme, je pense que là aussi, sur ce plan, il y a des défis à relever. Des défis notamment liés à la formation, à la qualité même de nos productions. Ça aussi, il faut en tenir compte. Et le plus difficile, on va dire, c'est surtout l'autocensure. Cet interlocuteur, agent d'une structure de la place que nous avons rencontré aux environs de 9h au niveau d'un point de vente, affirme n'avoir pas encore découvert les parutions du jour. Cependant, il déplore ce qu'on pourrait qualifier de manque de matière en dépit d'un nombre élevé des organes qui illustrent à suffisance l'évolution du paysage médiatique. La presse écrite au Mali, présentement, je peux dire qu'elle a connu une très grande évolution de 1991 à nos jours. Mais seulement ce que je constate, c'est que, grosso modo, c'est une presse qui ne fait pas suffisamment d'investigation. Investigation en ce sens que c'est toujours, quand vous prenez un journal, on a l'intention d'avoir lu pratiquement tous les journaux de la place. Et là, quand même, je pense que là, c'est une insuffisance qu'il va falloir quand même corriger. Il existe certes des failles, mais tout n'est pas que mauvais en matière de collecte et de traitement de l'information. Il s'agira donc de poser les diagnostics en vue de parvenir à une solution idoine. Solution qui repose notamment sur la formation et l'assainissement du secteur. C'est à cela que les patrons de presse travaillent depuis un certain temps pour redorer les blasons. Je le disais dans le sommaire, l'édition 2024 du mariage collectif de Banamba a connu son épilogue ce 1er mai. Les mariages collectifs civils et traditionnels à Banamba sont célébrés pendant le mois lunaire. La Syrie Laban par la commune de Banamba et ses partenaires. Tradition bien ancrée, le mariage collectif de Banamba renforce les liens familiaux, la cohésion sociale, l'épanouissement socio-culturel et lutte contre la dépravation des mœurs. Au total, ce sont 356 unions qui ont été scellées cette année. Diemba Moussa Konaté est l'un des heureux participants de cette fête annuelle. Suivant. Kani Sangaré et Saran Kamara sont deux jeunes étudiantes qui viennent de terminer avec leurs études en France. L'une est journaliste de formation et la seconde, sénégalo-malienne, a un diplôme en tourisme. Elles ont longtemps vu le mariage collectif de Banamba sur les réseaux sociaux et elles ne voulaient pas se faire raconter l'événement de cette année. Et ça oui, c'est la première fois que je vois un mariage aussi grandiose, si je peux me le dire. Franchement, c'est quelque chose de vraiment incroyable de voir comment ça se passe, l'organisation, etc. C'est vraiment très carré. Et voir que toute la ville met la main à la pâte et participe au mariage, vraiment, c'est quelque chose de beau à voir. Le mariage collectif de Banamba permet de renforcer les liens familiaux, la cohésion sociale, l'épanouissement socio-culturel et de lutter contre la dépravation des mœurs. Avant, on pouvait célébrer 400 mariages ici à Banamba, mais ce nombre s'est réduit d'année en année à cause des célébrations qui sont en train d'être faites à Bamako. Nous rappelons aux gens qu'il est mieux de venir à Banamba pour maintenir la cohésion sociale. Nous tenons ici à rassurer notre partenaire M. Jules Separa et la mairie de Banaba du soutien sans faille de la nouvelle parfumerie Gando Côte d'Ivoire quant au sponsoring des mariages collectifs de Banaba à venir. Le mariage est sacré. Ayez surtout la tolérance, le pardon, la patience, le dialogue et l'écoute entre vous. Après la célébration des mariages, un tirage au sort a été organisé par Gandour et Universel Beauté, rappelant que le mariage collectif de Banamba est célébré depuis 1825 selon la légitimité traditionnelle. Heureux ménage à tous.
Ici à Bamako, les membres du comité de pilotage du dialogue intermalien ont visité ce vendredi matin le centre de médecine du sport. Sur invitation du ministre en charge de la jeunesse et des sports, cette visite a permis aux visiteurs de voir les merveilles du centre et aussi de contrôler leur santé. Notre reporter Abdul Karim Kaba était de la visite. Afin de bien démarrer la phase nationale du dialogue intermalien, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne, organise cette visite médicale aux membres du comité de pilotage du dialogue intermalien. Selon le ministre Fomba, c'est pour montrer l'inclusivité du dialogue intermalien et dire que les sportifs sont concernés par ces assises nationales, d'où le choix du Centre de médecine du sport du Mali, l'Asna Traoré dit ambiance. Tout rime avec le dialogue. En fait, l'avantage de ce dialogue aujourd'hui, c'est que la porte a été ouverte à tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas eu de restriction pour dire tout le monde a été invité. Tous les Maliens ont été invités autour de la table pour s'exprimer, pour dire ce qu'ils pensent, sans barrière. Et ça, c'est extraordinaire. Dans une situation comme ça où nous avons aujourd'hui la possibilité de nous exprimer, de dire ce que nous pensons, ce que nous voulons pour notre pays. Pas ce qui nous a été dicté ou ce qui nous a été imposé, mais ce que nous souhaitons faire et le partager aujourd'hui, je pense que c'est une aubaine. Et oui, nous sommes également dans cette dynamique-là et je pense qu'au-delà de ces principes, je pense que tous les acteurs sont invités à être dans cette dynamique et je pense qu'aujourd'hui, nous l'avons vu à travers tout le pays, il y a eu un engouement exceptionnel autour de ce dialogue et ça continue avec la phase nationale. Donc oui, nous sommes vraiment dans cette disposition et dans la continuité d'appuyer encore le travail et cette mission noble que le comité est en train de conduire. Quoi de plus normal que de commencer la phase nationale en bonne santé? C'est aussi ça, le dialogue intermalien. Pendant 3 mois, les membres du comité de pilotage sont en train de parler avec tout le monde. Ils sont stressés. Ils veulent ramener la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et qu'il était nécessaire que nous venions ici à ce centre de médecine du sport pour s'imprégner de ce qu'ils font ici, que nous avons toutes les compétences dans ce centre-là, n'est-ce pas? Le dialogue intermalien concerne aussi l'ensemble de nos concitoyens et singulièrement les sportifs. Et je profite de votre micro pour féliciter nos jeunes qui viennent d'avoir une coupe, n'est-ce pas? Et nous allons les accueillir, nous allons les applaudir avec Monsieur le ministre et le dialogue concerne tous les Maliens, y compris tous les sportifs de notre pays. Au moment où certains membres sont consultés par les médecins, le président du comité de pilotage du dialogue intermalien a eu droit à une visite guidée des locaux. C'est une merveille de découvrir le centre de médecine du sport du Mali, l'Asna Traoré dit ambiance, surtout avec un personnel qualifié 100% malien. Nous sommes rendus Nous avons annoncé il y a de cela quelques jours la perte du carrosse d'or du cinéaste malien Souleymane Cissé. Eh bien, il a été retrouvé. Et où? Tenez-vous bien, à son domicile, dans une armoire et emballé dans un sachet noir. Cela à la suite de fouilles avec son collaborateur. Le carrosse d'or a subi quelques dégâts, une partie du fer est cassée et selon Souleymane Cissé, le malfaiteur a eu certainement peur et est revenu déposer le trophée. En tout cas, c'est un ouf de soulagement pour le réalisateur qui remercie tout le peuple malien pour son soutien. Nous l'écoutons au micro de Almozer Al-Kamisa Yatara. Comme tous les jours on fouille, on continue à fouiller. Bon, il a ouvert en bas là, l'armoire et puis il a trouvé un sac noir à sachet. Alors il n'en revenait pas, il a essayé d'ouvrir, effectivement c'était le carrosse. Du coup il a crié comme un fou pour m'appeler et on est descendu, on n'y croyait pas. Et bien, le carrosse se trouvait, il est venu déposer dans le truc, mais ils avaient commencé déjà à casser. Je crois qu'ils voulaient... Donc vraiment c'est un grand soulagement, le fait de retrouver ce carrosse. Je suis
très comblés et très touchés. C'est la raison pour laquelle ce matin je tenais à vous informer qu'on a retrouvé le carrosse et de remercier l'ensemble de la population qui m'a aidé avec cette pression de mobilisation pour qu'on puisse, des ministres, vraiment tout le monde s'est mobilisé, et surtout le ministre de la Culture et de la Communication, ils ont tout fait pour que ce carrosse puisse être retrouvé, et on l'a retrouvé, Dieu merci. Voilà, pour rappel, ce carrosse d'or est l'une de ses plus grandes distinctions qu'il a reçues il y a un an. Et c'est sur cette nouvelle de soulagement, de cette fierté malienne, Souleymane Cissé, que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure. Bonsoir.